Beaucoup d'électeurs ont l'impression qu'il y a une sorte de distance qui les sépare de l'Union européenne, hein, qui est comme ça cet organisme lointain. Par exemple, on a Chris Rotax qui dit finalement toutes leurs solutions sont interdites par l'Union européenne, qui se donne le droit à des sanctions financières pour non-respect des traités. Aujourd'hui, on a l'impression chez beaucoup d'électeurs qu'il y a un cadre trop contraignant au niveau européen et qu'on peut pas vraiment faire bouger les choses. Pierre-Louis Verne d'Urgence Écologie, cette question, elle s'adresse d'une certaine manière à vous qui voulez pousser l'écologie dans une Europe encore très libérale, très tournée vers le marché. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, que c'est vraisemblable aujourd'hui de pousser l'écologie au niveau européen ? Oui, alors tout à fait. L'exemple de la PAC que j'ai donné tout à l'heure, c'est une politique européenne, c'est une politique qui permet déjà de faire beaucoup de choses au niveau européen dans les traités. Alors, revoir les traités, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas fondamental. Mais attendez, mais est-ce que c'est possible de revoir les traités, sachant qu'il faut la majorité... J'ai dit que je n'étais pas contre, mais j'ai dit que ce n'était pas impératif. Il faut la majorité des pays membres pour pouvoir changer les traités. Comment est-ce que vous faites ? On est d'accord là-dessus, mais pour moi, ce n'est pas essentiel. Changer la PAC aujourd'hui, ce n'est pas changer les traités. Donc, on peut déjà faire tellement de choses pour l'écologie, pour le social, dans les traités actuels. Les 3%, c'est vrai que c'est pas compatible avec les traités. C'est dans les traités maintenant, c'est dans les traités. Je suis d'accord là-dessus. Il y a certaines choses qui pourront être changées, mais faisons déjà ce qui est possible dans les traités. Il y a énormément à faire. Mais comme il y a urgence, il faudrait peut-être... aller plus vite tout de suite. Enfin, nous, on pense qu'en réalité, si c'est pour commencer à faire des solutions qui sont des solutions de bout de chandelle, vous voyez ce que je veux dire ? Longtemps. Non, donc ça veut dire quoi, finalement ? Moi, ce que je voulais il faut désobéir au traité, c'est ce que vous dites ? Alors moi, je vais dire une chose, c'est que les gens se rassurent. Hein. Il y a des gens qui désobéissent au traité, par exemple la Pologne, par exemple la Hongrie, ils désobéissent même aux droits de l'homme et on n'a toujours pas vu les sanctions de l'Union européenne. Donc c'est une première chose de dire la France n'est pas un tout petit pays dans l'Europe. La France, c'est un des pays fondateurs de l'Europe. La France, c'est une économie, c'est la deuxième économie de l'Europe. Quand la France dit « je suis désolée, mais je veux faire la transition écologique, je vous propose de la faire ensemble et je propose de nouvelles règles sur la table, mais si vous ne voulez pas de ces règles-là, eh bien nous commencerons la transition écologique chez nous parce qu'il y a urgence, parce qu'on a 12 ans pour régler. Je suis désolée, je ne veux plus d'évasion fiscale. Il y a des paradis fiscaux en Europe. Soit vous les mettez sur la liste européenne des paradis fiscaux et on luttera ensemble contre l'évasion fiscale, soit absolument pas. Alors, pas dire que c'est évidemment, réglé. Alors je vais vous dire une chose. Où est-ce qu'il y a un paradis fiscal en Europe encore, le Luxembourg, et il se trouve que M. Juncker se retrouve président de la Commission européenne, alors que ce monsieur a été ministre du Luxembourg pendant l'affaire des LuxLeaks qui ont bien montré de façon totalement évidente. Mais aujourd'hui, mais c'est ça qui, vous savez, c'est ça qui décourage les gens. Vous entendez, monsieur, vous entendez des gens. problèmes qui ont été résolus. Non, mais il y a une différence entre évasion fiscale et optimisation fiscale qui sont deux problèmes différents. Même l'évasion. Ça suppose des paradis, d'accord ? Si vous voulez faire cette différence-là, ça suppose bien qu'il y ait des endroits où, en fait, vous cachez votre argent dans des comptes offshore. Ça suppose aussi l'optimisation fiscale. Derrière, elle suppose qu'il y ait des endroits où il y a du dumping fiscal, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'impôt pour les entreprises. Et ça, c'est le cas en Europe, c'est le cas au Luxembourg, c'est le cas en Irlande. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui se cache derrière son petit doigt, qui dit « Nous allons faire de la lutte contre l'évasion fiscale, mais nous ne voyons pas l'Irlande et le Luxembourg, car ce sont nos voisins européens et que nous ne voulons pas les pointer du doigt. » Eh bien, ça fait des 80 milliards qu'on pourrait mettre dans la transition écologique, là, tout de suite, maintenant, et qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça que quand on n'a que 12 ans face au changement climatique, il faut être capable de désobéir et assumer le rapport de force. Et moi, je pense, en plus, je crois en l'intelligence collective, je pense que bien des peuples européens se diront c'est ça la voie à suivre. Et ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire que la France donne la voie à l'Europe. Écologie, parce que je trouverais ça dommage que ce soit écarté du débat. Bon, d'abord, je suis un peu étonnée d'entendre ce discours très, très optimiste et très un peu béat sur l'Union européenne. Je pense qu'il y a en fait une très forte critique qui s'exprime dans le pays et qu'il y a une très forte crise dans le pays et que cette critique, le premier aspect qu'elle prend, c'est la question écologique. Et on l'a dit, c'est central. Cette semaine, on a commencé la semaine avec l'annonce d'une 6e extinction de masse des espèces. Demain... Rapport de l'ONU. Rapport de l'ONU. Demain, c'est le jour du dépassement. J'explique parce que tout le monde ne connaît pas bien ce que c'est. Le jour du dépassement au niveau européen. C'est-à-dire que demain, 10 mai, on aura au niveau européen consommé tout ce que la planète peut nous donner comme ressources et peut renouveler dans cet espace-là. C'est-à-dire qu'en réalité, ensuite, c'est de la dette. C'est de la dette écologique. On ne peut pas dire dette. Dire dette, ça sous-entend qu'on peut le rembourser. Il ne faut surtout pas utiliser le mot dette. Si je dis dette, mais ce serait des débats de fond intéressants à avoir, mais si je dis dette, c'est pour pouvoir faire le parallèle avec la règle d'or qui est en Europe sur la dette, qui est l'argument qu'on nous donne pour ne pas investir, notamment ne pas investir dans la transition écologique qui est essentielle, ne pas investir dans la transition agricole qui est essentielle, les énergies renouvelables, etc. Et nous voulons opposer à cette règle d'or ce que nous appelons la règle
règle verte, qui est justement d'inscrire dans le fonctionnement, dans la production, dans la consommation, dans l'intégralité des politiques menées dans l'Union européenne, et s'il n'est pas possible, eh bien, au sein de la France, la règle que nous ne prenons pas plus à la nature, nous ne prenons pas plus à la planète que ce qu'elle peut donner dans un temps donné. Et cette règle-là, elle permettrait justement de penser entièrement notre mode de production et de répondre non seulement à la crise écologique, mais à la crise sociale. Car il ne faut pas oublier que votre bilan, monsieur, au Parlement européen, c'est aussi le dumping social, le dumping fiscal, les traités de libre-échange qui ont des conséquences globales du niveau de vie en Europe aussi, qui ont des conséquences désastreuses à la fois sur la planète et sur la vie des gens, parce qu'il ne faut pas opposer les fins du mois et les fins du monde, comme on le sait maintenant, grâce aux Gilets jaunes. Tu es étudiant en biologie et donc tu avais une question pour la candidate Sarah Legrand, LFI. Oui, bonsoir. Oui, ne pensez-vous pas que le manque d'intérêt des électeurs vienne d'un manque de confiance vis-à-vis des institutions européennes ? Et quand on voit que les institutions européennes valident des traités comme le CETA, dans lequel les mécanismes d'arbitrage entre les États et les entreprises sont acceptés, et que cela puisse créer une justice parallèle où seulement 3 personnes vont décider de la légalité d'un mécanisme qui passe complètement indépendamment de la démocratie des citoyens de ce pays. Merci. Voilà pour la question pour Sarah Legrand. Je rappelle que vous n'êtes pas candidate. Pour non, je ne suis pas sur la liste, mais je représente la France Insoumise. Je vous remercie pour cette question. Elle est très juste parce qu'en réalité, vous pointez le fait qu'effectivement, ce qu'il faut à un moment, c'est de pouvoir... qu'on a affaire à des institutions qui sont antidémocratiques. Et particulièrement, vous pointez le cas des traités de libre-échange. On a quelque chose d'hallucinant actuellement, c'est que le Parlement français n'a pas encore ratifié un traité qui pourtant s'applique et qui a été décidé dans le cadre de la Commission européenne et qui sont en général d'ailleurs décidés dans le plus grand secret. Alors nous d'abord, nous pensons que nos députés, ils pourront avoir un rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'ils feront, comme Jean-Luc Mélenchon le faisait quand il était au Parlement européen, ils dénonceront comme ils l'avaient fait pour le TAFTA, ils diront voilà ce qui est à l'œuvre. Ils créeront de la mobilisation comme ça sur ces sujets. Et on sait que la mobilisation paye puisque justement le TAFTA, ils ont essayé de ils ont dû renoncer, ils ont dû le reformuler, ils passent par le CETA. C'est-à-dire que quelque part, il y a déjà un pouvoir d'information des députés. Mais il y a aussi un pouvoir d'action. On a un député, Younous Omarji, qui à lui seul a réussi à lancer un processus d'interdiction de la pêche électrique. Et il était seul à le proposer au départ en commission. Tous avaient voté contre. Et finalement, on a obtenu l'interdiction de la pêche électrique grâce à son action. Et oui, mais la majorité, bien sûr, mais sauf qu'ils allaient tous refuser en commission et qu'il s'est battu et qu'effectivement, il a emporté la conviction. Mais vous savez, c'est ça pour nous, la démocratie, c'est de convaincre un maximum de gens, c'est pas de crier sur les gens. Et je pense qu'en l'occurrence, nous avons cette capacité-là de créer une force de conviction en Europe, et y compris d'entraîner aussi des partenaires européens dans un projet, dans une alternative à cette Europe que vous décrivez, à la fois de l'opacité et des traités de libre-échange qui sont climaticides. Merci, Sarah. D'abord, l'Europe, par définition, c'est un lieu où on échange des marchandises, des personnes, des capitaux, par essence. Mais c'est votre définition. Il y a une définition qui est celle de la coopération et de la paix, et c'est pas ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'avance sur les temps de parole. C'est le traité constitutif de l'Union européenne. Liberté de circulation des personnes, des capitaux. Pour vous, c'est pas de la coopération, c'est de la concurrence. Alors ça, c'est plutôt salué. C'est un des points positifs, en tout cas, qui est salué par les Français, la libre circulation. Vous voulez remettre en cause la base des traités. Donc à ce moment-là, il faut complètement, là je suis d'accord avec vous, il faut complètement casser le système, mais si on ne peut plus librement faire circuler les marchandises à l'intérieur des frontières, c'est la fin objectivement de l'Europe. Je libre-échange avec l'ensemble du monde, vous savez qu'on est en train de... Vos députés vont... Vous êtes d'accord avec le CETA, qui est justement typiquement le genre de traité de libre-échange que l'Union européenne impose. On peut parler du CETA. Quel est le bilan des exportations le CETA, le GEFTA... Laissez parler, monsieur. Quel est le bilan du CETA depuis 1 an, des exportations et importations entre l'Europe et le Canada? Vous avez raison de souligner qu'il est appliqué sans être voté. Non, mais vous savez qu'il est en train de parler d'un traité qui est appliqué sans être voté. C'est très intéressant à dire ça. Le Parlement français n'a pas voté. Il est déjà appliqué et on sait déjà que je vous dis tout simplement que aujourd'hui, le solde des exportations européennes vers le Canada est très largement positif. Et écologiquement, c'est bien ça. Elle est très largement positive. Et lorsqu'on exporte du vin français vers le Canada, est-ce que ça ne fait pas travailler nos viticulteurs? Les agriculteurs, en tout cas, sont attachés à la PAC, Monsieur Stroman. Ça, c'est un des points positifs. Les agriculteurs qui vont plutôt voter pour cette élection européenne parce qu'ils sont directement concernés. Bien sûr, on sait bien qu'aujourd'hui, on a une agriculture
qui a réussi à trouver une certaine forme d'équilibre grâce à la PAC, mais il faut que et les agriculteurs qui se suicident. Je ne vous ai pas interrompu. Vous ne pouvez pas dire ça aux agriculteurs qui se suicident, que tout va bien, l'agriculture en France. S'il n'y avait pas la PAC, la situation serait autrement plus grave. La situation serait autrement plus grave. Ils ont adopté des modes d'agriculture qui ont détruit leur sol, qui ont détruit leur santé à cause de la PAC qui a produit de l'agriculture intensive. Donc à ce moment-là, il faut fermer les frontières françaises. Et les viticulteurs, ils ne sont pas protégés par les traités de libre-échange. C'est un problème national aussi. À ce moment-là, il faut fermer les frontières complètement. On ne pourra plus exporter. Faire de la coopération. Non, mais de la coopération. Mais en fait, il y a toujours une réalité avec des frontières. On ferme les frontières, on n'importe plus de protection. On peut le faire. Mais je croyais que vous étiez pour une barrière écologique. S'il vous plaît, je projette la situation que vous imaginez. On interdit les importations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va exporter? Vous connaissez le solde agricole de la France vers les autres pays européens? Mais c'est justement. Alors pas tous les 3 en même temps, sinon on ne comprend plus rien. Pierre-Louis Verne, votre sentiment? Justement, la PAC est un très bon exemple par rapport à ça. La PAC, aujourd'hui, subventionne principalement l'agriculture industrielle, l'agriculture qui utilise une quantité d'intrants chimiques qui détruit les champs. Mais non, en montagne. Mais on la soutient, mais de façon marginale. Nos propositions là-dessus sont claires. On soutient la conversion vers le bio. Nous ferions une transition de la PAC vers du bio. Et pour engager une politique de 100% bio en Europe à partir de 2021, mais bien sûr que non. On part de 0 à 20. Un rapport très intéressant à lire, le rapport de l'IDRI qui explique que justement, et pour répondre à votre argument par rapport aux exportations, qui explique que l'Europe a la possibilité d'être totalement autosuffisant en bio, en agroécologie, très rapidement. Et ça, c'est l'avenir pour nous. Donc si vous voulez être autosuffisant, on n'exporte plus ailleurs. Paysanne, c'est protéger l'agriculture paysanne. On arrête de détruire des économies. Oui, permettre des meilleurs revenus aux paysans et avoir une alimentation de qualité pour tous. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation de qualité, tout le monde ne peut pas se la payer. Et ça, c'est un problème de justice sociale. Donc l'alimentation bio et de qualité pour tous, ça, pour moi, c'est un objectif important.